Je vous ai mentionné que j'ai besoin d'une droite. Cette droite-là porte un nom. On parle de droite de régression. On dit lorsque le nuage de points d'une distribution à 2 caractères présente une corrélation linéaire. Bien sûr, on en a vu quelques-unes. On a vu que ça peut être en forme de parabole, que ça pourrait être périodique. Pour nous, ce qui est important, si je veux faire des prédictions à l'aide d'une droite, qui dit droite, dit linéaire. Donc, il va falloir que, quand je vais regarder mon nuage de points, il faut que ça ait tendance à suivre une droite oblique. La relation entre ces caractères peut être modélisée par une droite. C'est ce que je viens de dire. La droite qui s'ajuste le mieux à l'ensemble des points est appelée droite de régression. Puis, je mentionne qu'il existe plusieurs méthodes pour déterminer l'équation d'une telle droite. Je ne sais pas si c'est à vous que je vous mentionnais, qui sera la technique de Mayer. Elle, là, elle porte le nom d'un mathématicien qui a développé cette technique-là. Et la deuxième technique, ça va être la technique médiane-médiane. Mais aujourd'hui, on va se contenter uniquement de faire la technique de Mayer. Alors, les étapes dans l'ordre, ce sont les suivantes. Première des choses, comme à chaque fois que je vous présente une série de données, il faut développer le réflexe de s'assurer que les données sont en ordre croissant. Mais là, ici, je n'ai pas que des données dispersées. J'ai des couples. Hein? Quand je fais une étude à 2 caractères, j'ai des couples. Donc, on va les ordonner selon les X. Ce que vous devez comprendre, si vous déplacez un X, le Y qui va avec lui doit suivre. Ce n'est pas de dire, je vais prendre cette table-là, par exemple, ici, je vais ordonner les X, puis après ça, je vais ordonner les Y. Ça n'a pas de sens. Faites juste vous souvenir du problème qu'on a fait des joueurs de basket où on mesurait leur grandeur de pied et leur taille. Eh bien, chaque couple correspondait à un joueur. Donc, si je commence à ordonner les grandeurs de pied puis les grandeurs de personnes, ça ne sera plus les bons couples qui vont correspondre aux joueurs. Donc, on fait un choix, on ordonne selon les X et les Y suivent les X. Si jamais, il y a une petite note ici, si jamais on arrive avec 2 X qui sont égaux, ben on va aller ordonner les Y. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez ici. J'ai dans ma table de valeurs, j'ai 14 qui revient à 2 reprises. Ben dans ce temps-là, je m'organise pour ordonner mes Y ici. Je vais mettre 14,6 avant 14,10. Parfait. L'étape suivante, une fois que ça c'est fait, nous ici, ça va bien, je vous les ai mis en ordre croissant. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de partager ta distribution en 2 groupes équipotents. Alors, nouveau mot, équipotent, ça signifie à peu près le même nombre. Donc, même nombre de données dans chaque groupe. Regardez ici l'exemple. Si, là, je prends ma main, puis je vous dis, j'ai, 4 doigts. Séparer 4 doigts en 2 groupes égaux, c'est assez simple. Tu en mets 2 d'un côté, 2 de l'autre. Mais si je vous donne les 5 doigts, puis je vous dis de me faire 2 groupes égaux avec ça, vous allez faire quoi? On ne peut pas en rejeter. Comment on pourrait se prendre pour faire 2 groupes égaux avec ça? Je vais prendre celui-là du centre, je vais le mettre avec celui-là ici, ça en fait 3. Puis je vais le reprendre, puis je vais le mettre également dans l'autre groupe. Ça va en faire 3. Donc, quand j'ai un nombre impair, celui-là du centre doit appartenir à la fois aux 2 groupes. C'est ce que je mentionne ici. Donc, si je viens commencer à regarder notre exemple en même temps, avant d'aller plus loin dans les étapes, eh bien, j'ai regardé, c'était en ordre. Il y a 8 données. Alors, c'est assez évident que si j'ai 8 données, ma division, je vais en avoir 4 de chaque côté. Quand je fais ça, ça fait en sorte que je me retrouve avec
un groupe ici, un groupe là, un groupe ici, puis un groupe là. Je viens de séparer ça en 4 parties. J'ai divisé mes x en 2 puis mes y en 2. C'est ça qu'on a fait. On est rendu à l'étape 3. L'étape 3, on nous dit, tu vas déterminer la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées. C'est ce que j'ai fait ici. Par exemple, dans la première partie, j'ai 3, 6, 9 et 14. Donc, je les reprends. 3 plus 6 plus 9 plus 14. Puis, vu que c'est la moyenne, je vais diviser par 4. Ce qui me donne 8. J'ai fait la même chose de l'autre côté. 2 plus 5 plus 7 plus 6 et par 4, ça me donne 5. Si je continue comme ça, j'aurai ici 10 plus 14 plus 21 plus 17 divisé par 4. Ce qui va vous donner 15,5. De la même manière de l'autre côté, 14 plus 19 plus 22 plus 27 sur 4, ce qui nous donne 20,5. En faisant ce que je viens de faire là, je viens de créer 2 couples. Excellent. Parce que dans ma première portion, j'ai trouvé que la moyenne, c'était 8. Son homologue, sa valeur d'y, 5. Ça m'a donné un nouveau couple. Le couple 8,5. De la même manière, 20,5 avec 15,5, ça m'a donné un nouveau couple qui, en le fond, qui est la moyenne de la fin de la table, qui est le couple 20,5, 15,5. Donc là, j'ai 2 couples. Si je réfléchis un petit peu sur ce qui s'est passé, parce qu'en début de période, on parlait de la droite qui représente la meilleure tendance. Dans le fond, là, ce qu'on vient de faire, vous allez voir, c'est logique. J'ai l'ensemble des points. On a séparé ça à peu près en 2. Puis on s'est dit, dans la première gang, on va faire la moyenne. La moyenne, on va arriver à peu près dans le centre. La deuxième gang, on va faire à peu près la moyenne. Donc, on va arriver à peu près dans le centre. Puis là, ben, ce que tu vas faire, ta droite, là, qu'on a besoin de tracer, ça va être celle-là qui va venir passer par les 2 points, P1 et P2. Et on est sûr comme ça qu'elle va suivre la tendance. Bon, mais là, maintenant, on se doit de calculer le taux de variation entre P1 et P2. Taux de variation. Je me souviens que le taux de variation est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On a fait ça en début d'année. Trouver l'équation d'une droite. Ça signifie que dans mon point, ça c'est mon X1, Y1, X2, Y2. Donc, j'ai à faire le calcul 15,5 moins 5 sur 20,5 moins 8. Ce qui me donne 10,5 sur 12,5. Quand je prends ma calculatrice, ça me donne 0,84. « 0,84. Souvenez-vous, lorsqu'on trouvait l'équation de la droite, on disait, ben OK, ça veut dire qu'à date, ça ressemble à Y égale 0,84x plus B. Et là, pour trouver B, je me prenais un point qui appartient à la droite. Je vous disais, prenez donc le plus facile. Ce qui me semble le plus facile ici, c'est 8,5. Malgré qu'avec l'autre, ça fonctionnerait pareil. En remplaçant, ça fait 5 égale 0,84 fois x qui est 8 plus b. Donc, 5 égale 0,84 fois 8, ça me donne 6,72 plus b. Petite réduction. Je vais soustraire 6,72 de chaque côté, de telle sorte que je vais obtenir moins 1,72 égale B. Et de cette manière-là,
En remplaçant, ça va me donner l'équation de ma droite qui va être y égale 0,84x moins 1,72. Et comme je vous ai mentionné, cette règle-là va me permettre de pouvoir faire des prédictions ultimement. Alors, juste pour être certain si on a bien compris, on va aller en refaire un exemple qui ça va être beaucoup plus rapide. L'exemple est à la page suivante. Tout de suite, avant de commencer, il y en a peut-être qui ont vu une petite anomalie dans la table. C'est une petite erreur de ma part. Ce n'est pas 15 qui doit aller là, mais bien 25. Vous comprenez que je ne voulais pas nécessairement mettre une table qui n'était pas ordonnée, malgré qu'il faut faire attention à ça. Alors, première étape, j'analyse ma table. Est-ce que ma table, elle est ordonnée? Bien sûr. Deuxième affaire, est-ce que j'ai des doublons? Est-ce que j'ai des X qui se répètent? Non. Si j'en avais eu, j'aurais été vérifié si les Y étaient ordonnés à ce moment-là. Parfait. Je regarde combien j'ai de données. J'en ai 10. Donc, 5 de chaque côté. Donc, je vais couper ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 de l'autre côté. Et là, ce que je vais faire, par exemple, pour ici, je vais faire 23 plus 26 plus 39 plus 44 plus 48 sur 5, parce que c'est une moyenne. Je vous ai fait des calculs parce que ce n'est pas vraiment ça qui est difficile. Vous devriez retrouver, pour la moyenne de ça ici, ça donne 36. Pour la moyenne de celle-là ici, ça fait 62. Ici, j'ai obtenu 20. Et ici, j'ai obtenu 10. Alors, ce qui fait en sorte que je viens de trouver mes deux nouveaux points, c'est-à-dire P1 et P2. Attention. Vous êtes le dernier groupe à avoir cette matière-là. Dans les autres groupes, on a même vu la deuxième méthode pour un des groupes. Mais j'ai eu des questions suivant le devoir. Des élèves qui me disaient « ma réponse ne marche pas ». L'erreur que les élèves avaient faite, ici, regardez bien, il avait dit P1, c'est le couple 10-20, puis P2, 36-62. Est-ce que vous voyez l'erreur qu'ils ont fait? Au lieu de prendre le couple 10-36, ils ont été comme ça. Des fois, ma table de valeur est dans l'autre sens. Alors, il faut porter attention. Donc, allons-y correctement. Ça veut dire que je sais que je vais avoir le couple 10-36 et le couple 20-62. De telle sorte que je garde la forme des couples. Il faut calculer le taux de variation. A égale Y2 moins Y1, c'est-à-dire 62 moins 36 sur 20 moins 10. Ce qui fait 26 sur 10, qui donne 2,6. Je vous lance comme ça une petite remarque. Dans l'autre classe, il y a un élève qui lève la main qui me dit « c'est tout à fait normal parce que dès le début, j'avais anticipé que ça allait être un taux de variation positif. » Alors moi, je lui ai dit « Ah ouais, comment ça? » Ben, il dit, quand tu regardes ta table de valeur, là, pendant que les X augmentent, les Y augmentent aussi. Donc, ça allait être croissant, cette affaire-là. Ça allait être positif. Donc, je m'attendais à un taux de variation positif. Super. C'est vraiment bien. Ça ne veut pas dire que ta réponse est bonne, mais au moins, tu as des indices qui te permettent de savoir tu continues-tu comme ça ou tu t'arrêtes et tu vérifies tes calculs. Jusqu'à maintenant, on a ceci. Y égale 2,6x plus B. Je vais me servir d'un des points. Imaginons qu'on va prendre 10,36. J'aurais pu prendre 20,62, ce serait revenu au même. Je remplace. Je vais obtenir 36 égale 2,6 fois x qui est 10 plus B. 36 égale 2,6 fois 10 qui fait 26 plus B. Donc, en faisant moins 26 de chaque côté, je vais obtenir 10 égale B. Ainsi, l'équation Y égale 2,6x plus 10.
ça serait l'équation que je pourrais me servir pour faire des calculs par la suite. Je me choisis un des deux points. Disons que je vais aller avec le moins compliqué. 5, 7.33. Donc, je vais avoir 7.33 égale 1.03 fois 5 plus B. Ce qui fait en sorte que ça va faire 7.33 égale 1.03 fois 5 qui fait 5.15 plus B. On enlève 5.15 de chaque côté, ce qui va me donner 2.18. Si on n'a pas fait d'erreur. Ainsi, la réponse de ce deuxième exemple-là, y égale 1,03x plus 2.18. Et là, la question suivante. On va nous demander de travailler avec cette fameuse droite-là qu'on a trouvée en 1. En 1, on a trouvé cette règle-là ici. 2.6x plus 10. Là, dans votre page, pour l'exemple suivant, on dit dans l'exercice numéro 1, c'est-à-dire celui-là qu'on avait y égale 2.6x plus 10, on nous dit trouve la valeur de y lorsque x est égal à 32. Alors, tout ce qu'on a à faire comme calcul, c'est y égale 2.6 fois x. On me dit x vaut 32. En place, plus 10. Pour faire un problème comme celui-là, tout ce que je vous demande de faire, vous vous servez de votre calculatrice et vous pouvez faire ça d'un seul coup. C'est-à-dire 2.6 fois 32 plus 10. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en deux shots. 93.2. Donc, je m'en viens ici. Ça me donne 93,2. On va aller faire l'autre, puis après ça, on ira voir c'est quoi ça signifie. Oh, on ferme ça, s'il vous plaît. La valeur de x lorsque y est égal à 52. Là, c'est le contraire. J'ai la valeur d'y, je voudrais retrouver la valeur de x. Donc, je vais remplacer y par 52. Ça va faire 52 égale 2.6x plus 10. Un peu plus de calcul à faire, mais pas vraiment plus compliqué. Donc, dans l'ordre ici, il s'agirait de commencer par faire moins 10 de chaque côté, de telle sorte qu'on se retrouve avec 42 égale 2.6x. Et puisque c'est 2.6 qui multiplie x, je vais venir diviser par 2.6 à gauche et à droite. Et ça doit vous donner à peu près 16.15. Maintenant, que signifient les encadrés que j'ai mis aux côtés? Allons voir dans notre table de valeurs du premier exemple. Qu'est-ce qu'on me demandait de trouver? Je vous rappelle qu'on nous demandait de vérifier quand y vaut 52 et de vérifier lorsque x est égal à 32. Je retourne voir ma première table de valeurs qui est ici. X égale 32. C'est où dans notre table de valeurs, ça? X égale 32. Plus loin, hein? Plus loin. Ça, là, c'est parce qu'on est en train de faire des prédictions. On ne le voit pas. Y égale 52. C'est où dans ma table de valeurs? C'est à quelque part ici. Nous, on a trouvé 16.15. Ça a de l'allure. On est pas mal dans ce coin-là. Alors, il y a deux situations différentes. Tu es dans la table ou tu es plus loin. Alors, il y aura deux termes ici. Alors, par exemple, lui, on était carrément à l'extérieur. On parle ici de faire une extrapolation. À l'extérieur des données. À l'extérieur du nuage de points. Alors que lorsqu'on est à l'intérieur du nuage de points, il y a deux termes qui peuvent être utilisés. J'ai entendu intrapolation
Ça pourrait être aussi, des fois on parle de interpolation. Voilà. Question pour vous comme ça. En fait, j'ai 2 questions pour vous. En terminant, puis après ça, je vous laisse travailler. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus fiable entre les deux? C'est-tu de l'interpolation ou de l'extrapolation? Élie, tu dis interpolation. Tu peux-tu dire pourquoi? Voilà. Tu les vois. Interpolation, tu es à l'intérieur des données. Je disais tout à l'heure que notre interpolation, quand Y vaut 52, on a trouvé 16,15. On est-tu en mesure de voir si ça a du sens? Bien sûr. Ça me permet de voir, je suis pas mal dedans. Alors que de l'extrapolation, il n'y a rien qui me le dit parce que je suis obligé de me fier sur le fait que si la tendance se maintient, ça devrait être pas mal ça. Donc, ça, on peut retenir ça, parce que je peux vérifier, l'interpolation, elle peut être meilleure. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, on est obligé de faire de l'extrapolation. Et c'est souvent le cas. Par exemple, 2 élèves de la classe qui ont fait une étude dans leur quartier. Ils ont fait tous les 2 la même étude. Voici les résultats qu'ils ont obtenus. Élève A, élève B. Lorsqu'on regarde leur étude, eh bien, on peut constater que les 2 suivent pas mal la même tendance. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont tous les 2 fait leur sondage sur le même sujet. Et imaginons que les 2 se sont arrêtés, et disons que la variable en X, c'était l'âge, et que les 2 se sont arrêtés à des individus de 18 ans. C'était la personne la plus âgée qu'ils ont interrogée, 18 ans. Mais que c'est un phénomène qu'on ne connaît pas ici, mais disons que le phénomène est connu et qu'on sait que ce phénomène-là peut suivre la même tendance jusqu'à peu près 50 ans. Et si on voulait aller vérifier pour une personne de 45 ans, beaucoup plus loin, donc on s'entend qu'on va être en train de faire de l'extrapolation, pour une personne de 45 ans, d'après vous, serait-on mieux d'y aller avec les résultats de A ou ceux de B? Je vous écoute. Est-ce qu'on serait mieux de faire notre calcul pour une personne de 45 ans avec les données en A ou les données en B? Élie, toi tu dirais en B. Pourquoi? Moi, quand je fais des prédictions, est-ce que je veux avoir une grande marge d'erreur ou je veux avoir de la précision? Je veux être précis. Donc, ça vient répondre à ce que tu viens de dire. OK. Ben là, c'est ça. Quand on dit, c'est pour ça que la phrase « si la tendance se maintient » est très importante à dire. Regardez bien. Je vais tenter de vous le faire comprendre. Encore mieux. Je vais faire un rectangle ici qui suit pas mal ma tendance. Le rectangle, il va ressembler à peu près à ça. Alors que, pour l'autre, le rectangle ressemblerait plus à ça. Si j'avais la possibilité, avec mon logiciel, d'étirer ça et d'aller chercher les valeurs possibles, j'aurais juste à dire, OK, parfait, je tire, jusqu'à temps que j'arrive à 45. On s'entend que, tu parlais, je suis content que tu aies nommé la marge de manœuvre. À un moment donné, là, on va savoir qu'au moins, ça va être à peu près là-dedans. Alors que l'autre, quand je vais aller plus loin, la marge de manœuvre, là, on s'entend que les réponses risquent d'être pas mal plus variées. Tout ça pour vous dire que quand on veut faire des prédictions, plus nos données sont homogènes, plus la corrélation est élevée,
plus on a de chances d'avoir de la précision dans nos résultats, bien sûr, à condition que la tendance se maintienne.